a retrouvé dans sa boutique, elle est fleuriste, un homme mort. Et donc ce n'est pas normal. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, sincèrement, et bonne année, voilà, bonne année 2025, ça passe tellement vite. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes meilleures lectures de 2024. Waouh, ça va être incroyable, vous allez faire des découvertes comme ça. C'est une des années où j'ai eu le plus de coups de cœur de toute ma vie. Vraiment, là, on part sur la crème de la crème. Elles sont là, elles sont toutes annotées sur mon ordi. Donc, c'est parti! Alors, j'ai décidé de faire ça dans l'ordre dans lequel je les ai lus. C'est-à-dire qu'on va partir sur ma toute première lecture de l'année dernière. J'ai commencé avec une pépite et elle apparaît juste là sur votre écran. L'année de grâce de Kim Liggett. J'espère que je prononce bien. Aux éditions Casterman. Ça a été le coup de cœur que j'attendais pas. J'ai été vraiment très intriguée par le résumé. Je pense qu'il est assez parlant pour vous donner envie aussi de vous y plonger. Le voici. Personne ne parle de l'année de grâce. C'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique, ni puissante. 1 an d'exil en forêt, 1 an d'épreuve, on ne revient pas indemne de l'année de grâce. Si on en revient. Ça, c'est pour le résumé. Et sachez que ça a été comparé à Hunger Games et La Servante écarlate. Ce que je trouve très juste. Et voilà. On est sur une dystopie young adulte, vraiment maîtrisée de bout en bout, je vous la recommande très chaudement. On arrive au mois de février où j'ai continué une de mes sagas favorites, Cavalier Vert de Kristen Britain. Moi j'ai lu le tome 6 et 7 si je dis pas de bêtises. Non, 7 et 8 ? Non, 6 et 7. 6 et 7 cette année. Et j'ai tellement pas regretté. Le premier tome était excellent. Moi, franchement, j'ai direct accroché à cet univers. On est dans un monde de fantasy, donc imaginaire, mais médiéval. Donc il y a ce côté, on se retrouve vraiment avec notre héroïne Carrigan, qui va décider de s'enfuir après avoir défié en duel l'un des gouverneurs de son école. Et alors qu'elle se retrouve en forêt, elle va croiser un cavalier vert. Qui sont les cavaliers verts? Les cavaliers verts, ce sont des messagers du roi. Et celui-ci est en très mauvaise posture puisqu'il est mourant. Et juste avant son dernier soupir, il va demander à Carrigan d'apporter au roi un message extrêmement important. Carrigan va accepter et on va suivre cette jeune fille extrêmement attachante pendant toutes ses aventures parce que ça va pas se résumer uniquement à ce message rapporté au roi. On va apprendre à connaître tout un panel de personnages. Et alors, c'est drôle parce que Cavalier Vert, c'est une série que j'ai failli abandonner parce que le tome 5 est assez spécial. En fait, vous inquiétez pas, je ne vous spoil absolument rien. L'autrice a voulu sortir de ce qu'elle fait d'habitude dans les 4 premiers tomes. Et ça en a surpris beaucoup, dont moi. Et je me suis demandé si j'allais poursuivre ou pas l'aventure, mais quand j'ai compris que dans le tome 6, on revenait à des choses qui m'avaient beaucoup plu dans les 4 premiers volumes, et ben du coup j'ai poursuivi. Et j'ai eu raison parce que le tome 6 n'a pas été un coup de cœur. Ça a été un tome assez glaçant en fait. Il s'est passé beaucoup de choses graves et Carrigan, elle en a bien bavé. C'est vraiment dans le tome 7 où là, il se passe, mais vraiment, de bout en bout, j'ai adoré et j'attends avec grande impatience la suite de cette saga. Ensuite, avril, c'était des bonnes lectures, mais alors mai, telle Lina May, le mois de mai a été vraiment excellent en termes de lecture. J'ai lu Nevermoor. Si vous aimez la fantasy au sens large, que ce soit adulte ou jeunesse, vous ne pouvez pas passer à côté. Nevermoor, c'est le meilleur de la fantasy dans la lignée d'Harry Potter. Donc vraiment à lire absolument. Soutenez Nevermoor. Vraiment, je comprends qu'on puisse le faire passer au-dessus d'Harry Potter. Ça a eu le même effet pour moi qu'à ma lecture des tomes de HP. J'ai eu ce sentiment d'être vraiment liée aux personnages, à leur histoire et d'être totalement en phase avec cet univers magique
qu'a créé Jessica Townsend, l'autrice de Nevermoor, qui est paru aux éditions Pocket Jeunesse par ailleurs. Et Nevermoor, je vais également vous lire le résumé parce qu'il est... Il est impeccable ce résumé. Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie qu'elle est maudite, et qu'elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans. Un homme étrange la sauve quelques minutes avant minuit et l'amène dans le monde magique de Nevermoor. Là-bas, elle prend part à un concours pour entrer dans une académie, mais la menace du Wanderer est toujours présente. Et en fait, ce qui fait la particularité de Nevermoor, c'est déjà dès les premières pages, on est avec cette jeune fille, cette petite fille de 11 ans qui doit faire face à cette menace de mort qui plane sur elle très jeune, et on va apprendre à la connaître et à connaître finalement ce monde magique dans lequel elle va évoluer. Et les tomes se bonifient avec le temps, c'est-à-dire que là on a je crois 3 tomes. Du coup j'ai lu les 3, hein, je vous conseille les 3. Ouais c'est ça. 3 tomes sont parus à ce jour et j'attends le dernier avec impatience encore une fois. J'ai eu la chance finalement de découvrir cette histoire maintenant, et vous aussi si vous l'avez pas encore fait, parce que le prochain volume sort en avril aux États-Unis et j'espère ne tardera pas trop en France. Et aussi, pensez à suivre l'autrice sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment un amour. J'ai adoré suivre ses dernières stories où elle répondait aux questions des fans pour voilà, savoir un peu à quelle sauce on allait être mangé pour le tome suivant. Et franchement c'est trop cool, il y a de la diversité dans ces volumes, de la magie, de l'aventure, que demander de plus en fait. Ensuite, après avoir dévoré ces 3 tomes de Nevermoor, on a eu... Ah oui, entre ces tomes-là, j'ai lu Demain et Demain et Demain, qui est aussi par ici, mais que je vais pas sortir, bien sûr, vous avez le droit à une énorme couverture par là, qui a été vraiment... Là, on repasse dans le genre adulte, on n'est plus dans du jeunesse, mais ça a été un gros coup de cœur. Demain et Demain et Demain de Gabriel Zévin, publié aux éditions Fleuve. Il est présenté comme le livre phénomène aux États-Unis, l'un des meilleurs livres de l'année selon, entre autres, The New York Times, The Washington Post, etc., etc. Mais en tout cas, si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez les personnages attachants, qui ont l'air réels, vraiment tangibles, moi c'est tout ce que je recherche dans mes lectures. Là on nous parle d'un roman qui interroge les notions d'identité, d'échec, de seconde chance, et par-dessus tout, notre besoin désespéré d'aimer et d'être aimé. Et c'est vrai, et c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est cette histoire d'amour qui est vraiment semblable à nul autre pareil. Vous allez voir, vous allez découvrir, on voit jamais mon petit cœur là, vous allez découvrir ces personnages qui sont attachants, qui ont... Voilà, comme la vague qu'on voit sur la couverture, leur quotidien il est fait de vagues, on n'est pas sur quelque chose de lisse, de plat, pas du tout. Que serait cette vidéo autrement? Et je vous fais un rapide résumé. Dans cette histoire, on va suivre Sam et Sadie, 2 amis qui se sont perdus de vue, ils se connaissaient étant enfants, et ils vont se retrouver une fois étudiants, et finalement renouer des liens. Et alors Sam et Sadie, ce qui les a unis dès le premier jour, c'est leur passion pour les jeux vidéo. Ils sont tous les 2 fans, et fans plus puisque ils vont décider de créer leur propre jeu vidéo. On va les suivre en fait sur plusieurs années, et je vous invite grandement à découvrir Ichigo, leur jeu vidéo. Et je n'en dirai pas plus. Ensuite, on arrive en juin 2024, où là, les nominés sont du coup Nevermoor, tome 2 et 3. Aussi, Prospérine, point et la phrase sans fin, qui est un ovni littéraire. C'est-à-dire que, je pense, ça passe ou ça casse, mais ça va passer. Alors, je le rappelle, j'ai l'impression que je le dis pas assez, mais on est sur le top, la crème de la crème. Donc faites-moi confiance, lisez ces livres, vous allez passer un bon moment, c'est sûr. Si c'est pas le cas, vous aurez essayé. Donc, Prospérine, point et la phrase sans fin qui est extrêmement difficile à résumer. Parce que ce livre, déjà c'est un livre qui parle de livres, on va commencer par là. On suit une jeune fille qui se nomme donc Prospérine et qui vit dans un village, le village de Demi-Mot, bâti à la limite d'un texte. Parce que oui, en fait, Prospérine, elle fait partie de ces petites mains. Vous savez, quand vous tenez un bouquin, bah, il y a ces personnes... À l'intérieur, en fait, il y a des habitants qui polissent les lettres, qui entretiennent des milliers de caractères que vous lisez en quelques secondes. Et non, eux, pendant des jours et des mois et des semaines, leur travail, c'est de polir le texte. Et ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Prospérine va retrouver dans sa boutique, elle est fleuriste, un homme mort. Et donc ce n'est pas normal.
Et à partir de là, elle va mener l'enquête et cette enquête-là va l'amener à réaliser beaucoup de choses sur son village, mais pas que. Ce livre est mené d'une main de maître. Laissez-vous guider par l'autrice, par ses jeux de mots, par sa prose qui est absolument divine. J'aime bien découvrir mes lectures sans en savoir beaucoup non plus. Donc voilà, je vous laisse avec ces informations, mais vous n'avez pas encore toutes les informations, donc allez découvrir Prospérer une virgule point et la phrase sans fin. Ok, on arrive en août 2024. Et en août 2024, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu ma meilleure lecture de l'année. Donc voilà, on a eu ce pic en fait, et je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry. En fait, c'est là où on se rend compte que la lecture, c'est très personnel, mais aussi universel finalement, parce que moi je m'attendais à pas grand chose. Déjà, allez, on va partir sur quelques a priori. Moi je m'attendais à de la new romance, donc oui c'est de la new romance, on est d'accord, mais je m'attendais du coup à quelque chose d'assez cliché, qui sorte pas des sentiers battus, où c'est une petite romance et voilà, c'est simplement destiné à des adultes. Mais j'avais quand même repéré, au dos c'est quand même indiqué drame psychologique. Donc je me suis posé la question, je me suis dit ok, peut-être qu'il va y avoir des sujets importants qui vont être traités, plus ou moins bien, je ne sais pas. Bon, vous vous doutez bien que c'était pas ça. J'ai pas eu ça dans ma lecture, pas du tout. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que on a bien un drame psychologique, et en fait, dès le départ, il y a des sujets importants qui sont traités. Dès le départ, on parle de cancer, on parle voilà, de liens familiaux, ça pose déjà une certaine atmosphère, et on rencontre nos personnages principaux. On rencontre Eleanor et Gray quand ils sont jeunes, déjà de prime abord, et dans la deuxième partie du texte, où finalement c'est assez kiff-kiff, enfin, donc finalement c'est partagé. On a une première partie où ils sont adolescents, ils ont 17-18 ans, et ensuite ils sont plus âgés, je crois qu'ils doivent avoir la trentaine. Et en fait j'adore ça parce qu'on s'attache vraiment au personnage, c'est quand on suit quelqu'un plusieurs années qu'on voit les transformations psychologiques aussi qu'il peut y avoir. Au-delà des transformations physiques. Mais en tout cas, on est sur une histoire profonde, on est sur des personnages attachants, émouvants, on est sur pas uniquement l'histoire d'Eleanor and Gray, il y a aussi les personnages qui gravitent autour, qui sont intéressants. Je me suis pas mal reconnue dans le personnage d'Eleanor, surtout, mais aussi dans le personnage de Gray. Alors, juste, warning, j'ai pas vécu les mêmes choses qu'eux, mais voilà, il y a des choses qui ont fait écho en moi. Donc ouais, ça a été une foutue claque ce livre, une grosse claque. D'autant plus que, et là vous allez vous dire, wow, what's happening? J'ai lu le livre, j'ai terminé, et ensuite je l'ai recommencé. Je l'ai recommencé presque aussitôt. Je crois le lendemain, je me suis... Un peu comme, vous savez, quand vous allez au cinéma, que vous adorez un film, et que une semaine après vous allez le revoir, ou 2 jours après vous allez le revoir. Ça c'est ce qui s'est passé avec un livre. Mais je l'ai pas terminé. Quand je l'ai relu la deuxième fois, je me suis arrêtée. En plus, je me suis arrêtée à la fin. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fini, mais en tout cas, voilà, je l'ai repris et j'ai dû lire un bon 80% du bouquin x2. Donc ouais, meilleure lecture de l'année, je vous le conseille beaucoup. Et vous allez voir, ça va remettre en question ce que vous pensez de la new romance, parce que moi, depuis... je lis de la new romance, j'ai lu 2 autres tomes de cette autrice que j'ai aimé de par leur thème, parce que finalement elle aborde plein de problématiques comme la dépression, l'anxiété, et donc ça fait du bien de lire des livres comme ça, et enfin du bien, ou pas, tout est relatif, mais en tout cas ça fait quelque chose, ça secoue des choses en nous, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il me reste 2 titres à vous présenter, j'ai bientôt plus de voix. En septembre 2024, j'ai découvert Tiziri de notre chère Alexiane Delis, qui est une autrice française, si je dis pas de bêtises. Dans cette histoire, on va suivre Tiziri, qui vit sur une planète Terre qui a connu le plus grand cataclysme de l'histoire, c'est-à-dire que les humains se sont repliés sous un dôme protecteur de la nature environnante, hostile et dangereuse, mais pourtant dans laquelle on peut retrouver des animaux comestibles. Tiziri est albinos. Tiziri est aussi la plus forte faucheuse de son village, c'est-à-dire que c'est elle qui s'aventure en dehors du dôme pour pouvoir aller justement ramener du gibier et nourrir son peuple. Seulement, vous vous doutez bien que j'ai parlé de nature hostile, et c'est pas pour rien.
Dans cette jungle vivante, puisque vraiment les plantes bougent et communiquent entre elles, il existe des créatures qui se cachent, qui se nomment écomères et qui sont en fait des extraterrestres finalement, qui n'attendent qu'une chose, c'est que les faucheurs viennent pour pouvoir les tuer. Et donc le peuple de Tiziri vit dans une insécurité constante. Et Tiziri, elle comprend très vite qu'on lui cache beaucoup de choses, et quand elle va découvrir ce que lui cache cette jungle, ça va faire des étincelles. Préparez-vous parce que Tiziri, c'est vraiment une lecture qui paraît comme ça, se glisser entre les rayonnages sans qu'on la voie. Non, c'est vraiment un excellent livre. On y parle de différence, on y parle de nature, d'amour, de famille. Enfin, on est vraiment servi. J'ai vraiment adoré cette lecture. Laissez-lui sa chance. Les premières pages sont toujours un peu... on sait pas où on va, mais une fois que ça y est, une fois qu'on dépasse les premiers chapitres, on est lancé quoi, donc vraiment je vous la conseille. Après, je vous cache pas que j'ai été déçue par le tome 2 et j'avais presque pas envie de vous le dire parce qu'au final, faites-vous votre propre avis. Peut-être que vous allez adorer la tournure des événements. Moi, c'était pas ce que je recherchais, donc j'ai laissé le tome 2. Mais je regrette absolument pas ma lecture du tome 1. Je me la referai même sans aucun problème. Et enfin, on clôture cette vidéo avec mon dernier coup de cœur, qui n'est nul autre que Legendborn de Tracy... Oh là là, l'accent français est de retour. De Tracy Deonn, j'avoue je sais pas comment ça se prononce, mais Tracy Deonn qui a écrit Legendborn et qui est paru aux éditions J'ai lu. Comment vous dire que ce livre-là, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, et c'est pas pour rien, ça a été vraiment une excellente lecture où... Est-ce que je refais le pitch? Oui, allez, je refais le pitch. Où on suit une jeune fille, Brie Matthews, qui a 16 ans, et qui va, à la mort de sa mère, décider de quitter le foyer familial pour intégrer un programme anticipé dans une université très huppée de Caroline du Nord. Et là-bas, elle va assister à un duel entre une espèce de démon, je me rappelle plus vraiment, et deux étudiants de son université. Ces étudiants, après avoir combattu le monstre, la chose, ils vont jeter un sort sur Brianna pour qu'elle oublie ce qui s'est passé. Sauf que Brianna se rappelle très bien de tout ce qui s'est passé. Son but, ça va être de comprendre ce que cache une des sociétés secrètes de cette université. Parce que oui, il est possible qu'il y ait un lien entre la mort de sa mère et les secrets que cache, que dissimule cette société. Legendborn, c'est de la fantasy comme on les aime, c'est-à-dire qu'on a des mystères, des personnages fouillés, bien développés, auxquels on s'attache, on n'a pas de moment de répit, c'est-à-dire qu'on est toujours tenu en haleine par l'intrigue, et une romance bien faite. Et vraiment, on a un système de magie qui est original, et les personnages, vraiment les personnages, incroyables. Je vous la conseille vraiment à 10 000%. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai grave kiffé vous présenter tout ça, et je vous dis à bientôt. Salut!